Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de fantasy. Parce qu'en fait je me disais dernièrement que sur ma chaîne on avait beaucoup parlé de science-fiction et que voilà, ça pouvait être cool de revenir un petit peu à nos premiers amours. Et pourquoi la fantasy historique particulièrement, j'en sais rien, j'avais ça en tête et je me suis dit que voilà, ce serait cool de parler de romans dont j'ai pas déjà parlé sur la chaîne et voilà. Alors à la base moi la fantasy historique c'est pas forcément mon sous-genre de prédilection puisque déjà je suis pas hyper portée sur les romans historiques, donc forcément en fantasy ça m'avait pas non plus, c'est pas ce qui m'a tiré le plus. Et finalement je me suis rendu compte que j'en avais quand même lu quelques-uns, notamment des très chouettes ou alors des livres assez intéressant. Je vais vous parler de 4 romans, donc 3 que j'ai bien aimés et un que j'ai pas trop aimé qui a été une déception, mais que je trouve quand même assez intéressant, donc je voulais vous en parler, surtout que moi j'ai pas aimé mais je suis sûre qu'il y en a plein qui vont le trouver très cool. Alors le premier roman de fantasy historique que je voudrais vous présenter, c'est la duologie Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, qui est de la fantasy arthurienne. En fait c'est une réécriture de la fantasy arthurienne, mais du point de vue des femmes. C'est des romans que je connais depuis super longtemps parce qu'en fait ma mère était très fan, enfin est toujours très fan de Marion Zimmer Bradley, et en fait elle m'a donné à lire Les Dames du Lac quand j'étais vraiment petite. Et c'est des romans que j'ai adoré petite et que j'ai adoré relire depuis. C'est vraiment des romans qui ont totalement marqué ma conception de la légende arthurienne, et franchement même aujourd'hui j'ai énormément de mal à me détacher de la vision de Marion Zimmer Bradley, puisque comme j'ai grandi avec, ça a vraiment forgé ma vision de la légende arthurienne. On est sur une vision quand même assez particulière de la légende arthurienne parce qu'on est vraiment sur le côté féminin de la légende. On va surtout suivre les personnages féminins et on va beaucoup parler de... Enfin, on va être vraiment très baigné dans l'imaginaire païen et celtique, le côté les prêtresses, la magie, les druides et tout, beaucoup plus que sur les prouesses guerrières, que le côté chevaleresque, comme on peut l'avoir dans certaines versions. Alors du coup, comme c'est de la légende arthurienne, on va surtout voir raconter l'histoire du roi Arthur. On va suivre l'histoire du roi Arthur depuis la rencontre de ses parents, donc la prise de pouvoir par Uther, la rencontre entre Uther et Hygerne manigancée par Merlin, puis du coup la naissance d'Arthur, et quand ils s'emparent du pouvoir, ils fondent les chevaliers de la table ronde, et puis ils font toutes leurs petites aventures de chevaliers, tout ça. Sauf qu'en fait, au lieu que ce soit centré sur Arthur et les chevaliers de la table ronde, ça va être totalement centré sur les personnages féminins, et surtout sur le personnage de Morgane, donc du coup la demi-sœur du roi Arthur. On rencontre Morgane quand elle est toute petite, donc petite fille, un peu délaissée par sa mère qui est elle totalement obnubilée par son nouveau mari, le roi Uther Pendragon, et en fait qui va être emmenée par sa tante, la prêtresse Viviane, sur l'île d'Avalon avec les prêtresses pour y suivre une formation de prêtresse. Et du coup Morgane va grandir sur l'île d'Avalon et on va découvrir avec elle toutes les cultures et la coutume du petit peuple, des prêtresses, donc voilà, les rituels, tout ça, les fêtes de Beltane, tout un tas de trucs comme ça, très orientés sur l'imaginaire païen, le côté druide, celtique et tout. Morgane va devenir une prêtresse assez importante, notamment elle est quand même la demi-sœur du roi, donc voilà, elle est quand même assez haut placée dans la hiérarchie, et elle va être très souvent envoyée à la cour de Camelot pour conseiller son frère, son demi-frère, le roi Arthur, et notamment défendre les intérêts du petit peuple, des prêtresses et de tous ceux qui croient encore à la magie païenne. Parce qu'en fait on est sur une période où le christianisme s'étend énormément, prend beaucoup d'ampleur, et où en fait plus il s'étend, plus il exige du roi Arthur, enfin plus les grandes figures religieuses du roi Arthur, notamment Guenièvre, qui incarne totalement le christianisme dans l'œuvre, exige d'Arthur qu'il bannisse en fait et qu'il interdise tout ce qui va toucher à la religion païenne. Et donc voilà, en fait on est dans des conflits religieux qui touchent énormément le peuple, et notamment Morgane qui est prêtresse d'Avalon. Et voilà, en fait vraiment là une grande partie du roman va tourner autour de ces problématiques là, et va y avoir tout un tas de personnages comme ça qui se retrouvent un peu dans cette mêlée, dans ce conflit religieux. Donc ça va impliquer tout un tas aussi de conflits de loyauté, de conflits guerriers, de trahison. Et maintenant je vais vous parler de Jean la maudite de Jean-Louis Fedjen, qui est un livre qui a été du coup, faut bien l'avouer, une déception, puisqu'en fait j'ai tellement adoré la trilogie des elfes que j'ai lu pendant le mois de la fantasy, que j'avais mis la barre assez haute quand même pour celui-ci. Et franchement celui-ci ça a vraiment pas été une expérience de lecture incroyable. Alors à la base tous les ingrédients étaient quand même réunis pour qu'on passe un bon moment de lecture, puisque c'est sur de la fantasy historique orientale, on est au Moyen-Orient, au Moyen-Âge, et du coup on est sur tout cet imaginaire oriental que j'aime beaucoup. Notamment la couverture nous parle de Jean et de la secte des assassins, et honnêtement ça m'avait totalement hypée et j'étais totalement à fond. Sauf qu'en fait, même si les ingrédients sont là, faut dire que ça retombe un petit peu comme un soufflet toute cette histoire. Alors du coup pour le résumé de l'histoire, on est donc au Moyen-Orient, en Terre Sainte, et en fait il y a des seigneurs des croisades qui ont conquis une partie du territoire et qui s'y sont installés, ce qui fait qu'il y a quand même un certain nombre de guerres de territoire entre les différents peuples qui habitent les environs. Et en fait on va suivre plusieurs personnages, notamment l'entourage du roi Baudouin, qui est un petit peu le big boss de la région, puisque c'est lui le grand seigneur.
On va notamment suivre sa fille, la princesse Alix, qui est une femme très ambitieuse qui, lorsque son mari était vivant, gouvernait avec lui la princesse d'Antioche, donc en qualité de princesse. Sauf que maintenant qu'elle est veuve, elle a été en quelque sorte rétrogradée, ramenée au palais de son père, et c'est sa fille donc qui hérite du titre de princesse. Mais Alix en fait veut retrouver sa position de pouvoir, elle veut absolument redevenir la princesse officielle de la princesse d'Antioche, et donc voilà, ça va vraiment être là le cœur du problème, c'est qu'elle va engendrer, enfin elle va être à l'origine de tout un tas de magouilles politiques et guerrières pour retrouver sa place, pour revenir en fait à la tête de la princesse d'Antioche. On va également suivre le personnage de Renaud Mazoir qui est un connétable, il est au service du roi Baudouin et il était justement chargé de la protection de la princesse Alix, sauf que en fait il se trouve qu'ils avaient pris l'habitude de fricoter ensemble dès que le mari avait le dos tourné, ce qui va avoir tout un tas de conséquences assez fâcheuses. Notamment la princesse va tomber enceinte et pour cacher toutes les traces de son crime, de son adultère, elle va décider d'exécuter toutes les personnes qui sont potentiellement au courant et en particulier l'enfant lui-même. Donc voilà, on va commencer le roman au moment où Renaud Mazoir arrive juste à temps pour sauver le bébé de l'assassinat par sa mère, sauf qu'en fait dans le feu de l'action, la sage-femme va être tuée également, sauf qu'en fait, pas de chance, la sage-femme c'est une sorcière qui est liée à un djinn et en fait au moment de mourir, elle va du coup jeter sa malédiction sur son bourreau, sur la princesse Alix, et à partir de ce moment-là, la princesse Alix sera elle aussi liée à un djinn qui est du coup une créature magique qui est censée être ni bénéfique ni maléfique, sauf que là, vu qu'elle est rattachée à la princesse Alix, elle sera plutôt maléfique, puisque à la base, la princesse Alix, c'est quand même un personnage assez cruel, assez ambitieux, prête à sacrifier une dizaine de personnes, dont son propre bébé, pour cacher son crime et ses erreurs. Donc bref, voilà. À partir de ce moment-là, du coup, la folie des grandeurs, l'ambition des ventes, la soif de sang d'Alix vont faire que croître crescendo. Elle va se lancer dans tout un tas de magouilles politiques, guerrières, quitte à s'allier à des personnes pas tellement recommandables, quitte à même sacrifier l'intérêt des citoyens d'Antioche pour reprendre le pouvoir sur la princesse d'Antioche, qu'elle considère être le sien, en fait, lui appartenir. Et en fait, ce qui fait que j'ai pas accroché à l'histoire, même si en fait, quand on la raconte comme ça a l'air vraiment trop cool, c'est que personnellement, j'ai eu absolument aucun attachement pour les personnages. C'est un roman qui est très court en fait, et le problème c'est qu'on n'a pas de scène pour s'attacher aux personnages. On n'a pas, vous savez, des petites scènes drôles ou un peu tendres pour apprendre à les connaître, de petites scènes de leur quotidien pour s'attacher à eux. On a un peu que des scènes utilitaires qui servent directement l'intrigue politique et guerrière, qui nous montrent en fait les rouages des conflits, des loyautés, et comment en fait les allégeances vont se percuter ou vont se déliter, et bref, on a vraiment que des scènes sur l'intrigue politique et du coup on n'a pas tellement de scènes sur les personnages. En fait, c'est un peu comme si l'auteur il avait écrit son roman et qu'ensuite il avait ôté toutes les scènes qui n'étaient pas directement liées à l'intrigue, qui permettaient pas directement de faire avancer son intrigue du point A à un point B, et donc voilà, du coup ça fait qu'on a un roman assez court, mais ça fait aussi un roman qui, je trouve, manque de profondeur et manque d'attachement au personnage. C'est aussi ce qui fait que finalement on n'est pas tellement imprégné ou immergé dans cette ambiance un petit peu d'imaginaire oriental. C'est ce qui fait que on nous parle pas beaucoup finalement de magie, on parle pas beaucoup des djinns, on parle pas énormément non plus de la secte des assassins, et on parle beaucoup de conflits politiques et de conflits guerriers. Donc voilà, on est vraiment très concentré sur l'aspect politique de l'œuvre, on est vraiment très concentré sur l'intrigue. Et je trouve ça dommage parce que vraiment, pour avoir lu la trilogie des elfes, j'avais beaucoup aimé le développement des personnages, et là je trouve que ça manque cruellement dans ce livre-là, à part pour le personnage d'Alix qui pour le coup est un peu plus développé que les autres. Et en fait, on a justement des scènes pour montrer l'évolution du personnage, pour montrer l'évolution de son ambition, de sa soif de sang, et montrer un petit peu comment elle perd pied là-dedans et tout. Et du coup, c'est un personnage qui est intéressant et bien construit, et je trouve que voilà, les autres personnages manquent de construction, ce qui fait que du coup, comme on ne sait pas grand-chose d'eux, on s'attache pas tellement à eux, et que personnellement du coup je me fichais un petit peu de ce qu'allait bien leur arriver. Donc voilà, tous ces éléments là, ça fait que du coup, de mon point de vue, on est plus en fait sur l'histoire d'un territoire à une époque que sur l'histoire de personnages en fait, et du coup moi personnellement ça m'intéressait moins, mais je pense vraiment que ce côté un peu détaché de la narration et très très historique justement peut totalement plaire à certains. Et maintenant on va changer d'époque et de lieu, même si on n'est pas très très loin, et je vais vous parler de... Il est un peu lourd, désolé. Je vais vous parler de la trilogie 3 de David Gemmell. David et Stella Gemmell, pardon, parce qu'il me semble que David Gemmell, je crois que c'est ça, que en fait David Gemmell est mort avant d'avoir terminé de rédiger le tome 3, et que c'est sa femme qui l'a terminé, sa femme qui était écrivaine de fantasy également, peut-être qu'elle est encore vivante d'ailleurs, qui est également écrivaine de fantasy, et il me semble qu'ils collaboraient de temps en temps sur leur roman.
Donc voilà, bah du coup comme le titre l'annonce, on est sur une réécriture mythologique de la garde. Réécriture mythologique, je sais pas si ça se dit. C'est une trilogie dont en fait j'ai lu que le premier tome il y a quelques temps d'ailleurs, donc pour être honnête je m'en souviens pas hyper bien, mais je me souviens que c'était vraiment une très bonne lecture et voilà, j'en garde vraiment un très bon souvenir. Alors après c'est vrai que comme j'aime bien la mythologie en général, ça me fait toujours plaisir de me plonger dans ce genre d'univers là, mais quand même parce qu'en fait à la base Gemmel aussi c'est pas un auteur avec lequel je suis hyper... Enfin, c'est un des auteurs préférés de mon copain, d'ailleurs c'était son auteur préféré quand il était plus jeune, et du coup j'en avais lu quelques-uns de lui, j'ai lu Légende que j'avais bien aimé, mais par contre je suis totalement passée à côté de John Chano que vraiment j'ai pas du tout aimé ce livre, je le dis pas trop fort parce que j'ai peur qu'il m'entende. Donc voilà, David Gemmel et moi à la base c'était pas trop ça, mais 3 m'a vraiment convaincue de poursuivre parce qu'en fait j'ai trouvé l'écriture beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide et beaucoup moins brutale et un peu machiste, un peu lourde que dans ses autres œuvres. Alors dans 3 on va retrouver plusieurs personnages du coup de la légende troyenne, donc Ulysse, Andromaque et d'autres. Je peux pas vous redonner tous les noms puisqu'en fin de compte David Gemmel s'amuse à changer certains noms, enfin à redonner, à donner un autre nom aux personnages qu'on connaît, donc c'est vrai qu'au début du roman c'est assez amusant d'essayer de retrouver qui est qui, notamment notre personnage masculin principal dont j'ai oublié le nom parce que c'est un truc grec à coucher dehors là. En fait on sait que c'est un personnage important de la légende troyenne, mais juste on sait pas qui. On sait pas qui c'est, est-ce que c'est Hector, Achille, machin, enfin bref on sait pas, et on est obligé un petit peu de rechercher des indices, de retrouver et de voilà de fouiller dans nos souvenirs ou de fouiller sur Wikipédia pour bah voilà retrouver qui c'est. Mais j'avais bien aimé, je trouvais que c'était assez ludique et que c'était assez sympa, et puis bah surtout ça permet d'apporter un petit twist à la légende troyenne que bah globalement on connaît en donnant plus, enfin en s'intéressant à d'autres personnages, en les modifiant un petit peu, en leur donnant bah, un caractère un peu différent peut-être que ce qu'on connaît des légendes et des textes antiques. Et j'avais beaucoup aimé notamment la réécriture un petit peu, enfin la réappropriation du personnage d'Ulysse, qui est en fait dans 3 assez différent de ce qu'on connaît, enfin de ce qu'on s'imagine du personnage d'Ulysse tel que pensé par Homère. Dans le texte c'est un personnage qui est toujours très malin, très rusé, mais qui est aussi assez débonnaire, assez sympathique. C'est un conteur qui aime bien raconter des histoires et en fait tu te rends compte que les histoires qu'il raconte elles sont tellement délirantes qu'elles sont pas forcément vraies, donc voilà ça ramène une dimension un peu différente au personnage. Et il a également une part d'ombre, voilà, qu'on commence à découvrir dans le tome 1, mais qui je pense sera développée dans les tomes suivants. Donc voilà, en fait ce que j'ai bien aimé c'est qu'il modifiait en fait légèrement la... Enfin, il fléchissait un petit peu la légende pour bah, développer l'histoire des personnages et modifier un petit peu l'histoire des personnages à sa sauce, et voilà c'était très cool. Alors après ça reste des héros, des grands guerriers, des combattants, tout ça, donc on reste sur un registre assez épique comme dans la légende. Je me souviens que le personnage féminin était assez sympathique, alors peut-être un petit peu convenu dans le type personnage féminin libre et indépendant qui veut pas qu'on lui dicte ses actions, mais quand même assez sympathique. Et d'ailleurs il y avait une romance qui commençait à se mettre en place entre deux personnages, mais très légère, et d'ailleurs c'était pas de la romance bourrine, enfin en tout cas dans le tome 1 c'était pas bourrin, c'était juste on sentait qu'il y aurait des implications à ça parce que bah, les personnages allaient forcément se recroiser et probablement être, enfin avoir des intérêts un peu divergents parce que voilà on est quand même sur une guerre. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. Alors après comme j'ai lu que celui-ci je peux pas vous parler du reste de la trilogie pour le moment, mais je pense vraiment que si vous aimez la mythologie et que vous aimez la fantasy épique, celui-ci il peut totalement vous plaire, et en tout cas moi là rien que vous en parler ça me donne vraiment envie de le relire et de continuer de lire la suite. Donc c'est tout pour 3 de Gemmel, et maintenant je vais vous parler de L'ombre du pouvoir, le tome 1 de la saga Le bâtard de Kossigane de Fabien Cerutti. Alors dans cette saga on va suivre le chevalier de Kossigane qui est du coup l'héritier d'une lignée bourguignonne assez connue, mais en fait qui s'est fait plein d'ennemis dans sa région natale, donc la Bourgogne, et qui du coup a un petit peu quitté le truc en catastrophe. Il a fondé une troupe de mercenaires, donc en fait leur travail c'est plus ou moins de, en fait pour le compte des plus riches, d'assassiner, enfin d'abréger la vie de certaines personnes devenues un petit peu gênantes pour se faire de l'argent, et du coup il gagne sa vie comme ça en arpentant un petit peu la France et peut-être un petit peu les alentours de la France en, voilà, en magouillant, en faisant des magouilles politiques, en se liant à certains seigneurs, en promettant de tuer telle personne en échange de telle somme, enfin voilà bref. Donc voilà, globalement c'est un homme qui trempe quand même énormément dans les magouilles, mais en fait il garde toujours ses objectifs secrets, donc même ses compagnons en fait de sa compagnie de mercenaires ne savent jamais exactement quel est son objectif. Est-ce qu'il s'allie à telle personne ou est-ce qu'il accepte tel ou tel contrat vraiment pour l'argent, ou alors est-ce qu'il a un dessein plus global, un objectif plus global dont il n'a pas encore parlé. Et d'ailleurs c'est un des éléments qui fait le charme du roman de mon point de vue en tout cas, c'est qu'on sait jamais exactement pour qui il travaille et quel est son intérêt dans tout ça. Et donc en fait dans ce tome 1 on se retrouve à la cour de Champagne, donc on est sur un univers qui est inspiré de notre histoire. Là on est au XIVe siècle, sauf qu'en fait l'auteur a rajouté des éléments de fantasy, donc on va croiser des créatures surnaturelles inspirées du folklore celtique, et surtout dans ce tome là on va croiser des elfes
elfes, puisqu'en fait à la cour de Champagne, pardon, il y a une reine elfe en fait qui était, enfin c'est elle la reine de Champagne, et en fait la reine de Champagne organise un tournoi à sa cour pour en fait chercher un mari à sa fille. En fait elle cherche à conclure des fiançailles qui permettraient de forger des alliances favorables à son pays, enfin à son royaume de Champagne, mais également aux créatures surnaturelles, puisqu'en fait elle se retrouve un petit peu leur représentante. Et du coup notre héros, le chevalier de Cosigane, va se rendre au tournoi, apparemment, enfin c'est ce qu'il dit, pour participer en tout bien tout honneur, mais clairement on se doute que voilà, il a des intérêts cachés là-dedans, et que en fait il va totalement se jeter dans la mêlée, et il va se retrouver au cœur des conflits entre les différentes puissances politiques qui veulent épouser la princesse. Du coup on a des Français, des Anglais, on a des catholiques, on a des Bourguignons, enfin bref, il y a tout un tas de trucs. Alors c'est assez curieux ce roman, parce qu'au vu du résumé que je fais, on pourrait penser qu'il y a énormément de péripéties, beaucoup d'actions, qui se passent énormément de choses, et certes il y a un petit peu d'action, mais en fait pas tant que ça finalement. C'est un roman où il se passe pas tant de choses que ça, et pourtant en fait le rythme est assez soutenu et assez enlevé, le ton est assez dynamique, ce qui fait qu'on s'ennuie pas et que franchement ça se lit tout seul. Le personnage principal, du coup le chevalier de Cosigane, n'est pas un personnage hyper sympathique, mais en fin de compte j'ai bien aimé suivre ses aventures, ses arnaques, ses coups fourrés, enfin clairement on est, vous savez, sur ce type de personnage qui s'en fiche pas mal de la morale, donc il est pas hyper original, mais en fin de compte ça marche assez bien. J'ai surtout beaucoup aimé en fait le fait que notre histoire, du coup notre histoire réelle, soit retravaillée pour faire, pour y intégrer des éléments de fantasy. J'ai trouvé que c'était assez bien fait, et surtout ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait on a une double temporalité dans ce roman. On suit majoritairement le chevalier de Cosigane, mais on suit également un de ses descendants en fait, dont j'ai oublié le nom, qui lui vit plutôt au 19e siècle, 20e siècle, quelque chose comme ça, et qui en fait se retrouve un moment en possession de manuscrits de journal qui racontent la vie de son ancêtre, et en fait lui, en lisant ça, il hallucine totalement dès qu'on parle de fées, de créatures magiques et tout, parce que pour lui, tout ça, ça fait partie du folklore et ça n'existe pas, la magie n'existe pas. Donc vraiment, on se demande beaucoup ce qui s'est passé dans l'histoire de ce roman pour qu'en fait les hommes oublient qu'il y a eu de la magie, pour que les hommes ignorent qu'il y a eu toute cette dimension magique à leur histoire. Et donc voilà, je trouve ça assez cool et intéressant. Et en fin de compte, je trouve que c'est aussi cette double temporalité qui fait qu'on a envie d'avancer dans la saga. Donc voilà, c'est tout pour celui-ci. Et maintenant que j'ai terminé de vous parler des livres que j'ai déjà lus, je vais pouvoir vous parler de ceux que je n'ai pas lus mais qui me font très envie. Alors, qui me fait très envie, il y a la saga Le Cycle du Graal de Jean-Marc Allais, qui est du coup une réécriture de la légende arthurienne, qui est en 8 tomes, et dont en fait j'ai trouvé les 4 premiers tomes à Emmaüs, 4 ou 5, les 4 premiers tomes à Emmaüs, et en fait d'après ce que j'ai compris, il a essayé de compiler en fait une très grande partie des légendes arthuriennes, de la littérature médiévale, et en fait de les harmoniser et de les arranger dans un long cycle, parce que 8 tomes quand même c'est assez long, de fantaisie arthurienne. Et toujours d'après ce que j'ai compris, il y aurait une dimension historique assez poussée, parce qu'il prendrait vraiment le temps de poser le contexte historique, notamment dans le tome 1, donc voilà, pourquoi pas, ça me fait assez envie. J'ai vraiment envie de relire de la fantaisie arthurienne, en fait j'hésite entre Le Cycle du Graal de Jean-Marc Allais et un autre qui s'appelle, je l'ai noté par là, Le Cycle de Pendragon de Stéphane Lawide, non, non, pas Lawide, mais bon, quoi, peut-être si Lawide, je sais pas. J'ai aucune idée de comment se prononce le nom de cet homme, mais il a écrit Le Cycle Pendragon, donc toujours de la fantaisie arthurienne, et cette fois c'est en 5 tomes, et apparemment c'est vachement bien, donc voilà, ça me fait assez envie aussi, surtout qu'en fait je sais que ma mère a les livres chez elle, donc je me dis peut-être qu'à Noël elle pourrait me les monter, parce que je crois pas qu'elle ait prévu de les relire. Les deux cycles me font envie, et ils ont l'air assez différents de l'un de l'autre, donc voilà, je sais pas lequel lire. D'ailleurs, si vous en avez lu un, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était bien, ou même si vous avez lu les deux, n'hésitez pas à me dire celui que vous me recommandez le plus. Et sinon, dans le catalogue de la maison d'édition La Talente, j'ai repéré un livre aussi qui a l'air très très cool. Il s'agit de La Cour d'Onyx de je sais plus qui, je vous mettrai son nom en barre d'infos de toute façon. Je crois qu'il y a 2 tomes qui sont parus, et vraiment ça me faisait très envie. Les couvertures étaient assez sombres mais assez étranges, mais attirantes dans un genre étrange. Du coup, pour l'histoire, on est au 16e siècle en Angleterre sous le règne de la reine Elisabeth, et en fait il y a 2 reines qui se disputent un petit peu le pouvoir à Londres. Il y a du coup la reine des humains et la reine des elfes ou des faées, je sais plus. C'est des faées, voilà, je savais plus si c'était des elfes ou des faées, mais c'est des faées. D'après ce que j'ai compris, en fait la cour des faées serait souterraine et serait sous la cour des humains, et il y aurait tout un tas de jeux d'influence entre les deux cours, et ce seraient 2 univers assez malsains où vraiment il ferait pas très bon vivre, et où en fait voilà, les gens au pouvoir seraient pas des personnes très sympathiques. Et en fait on aurait 2 personnages, donc un humain et une faée, qui s'allieraient pour renverser le pouvoir, renverser leur reine, et voilà, ça a l'air vraiment très très chouette. Tout ça sur fond de faillerie, peut-être un peu de magie, dans un univers qui a l'air assez sombre. Donc voilà, celui-ci a l'air vraiment très très cool aussi. Et le dernier, c'est celui qui me fait le plus envie, vraiment c'est celui que j'ai le plus envie de lire. Il s'agit de Lavinia de Ursula Le Guin, et dans ce roman en fait Ursula Le Guin a décidé de réécrire, enfin de s'approprier l'histoire du personnage de Lavinia,
Lavinia, qui n'est pas un personnage historique, ou en tout cas je crois pas, faudrait que je vérifie, mais il me semble pas que ce soit un personnage historique, mais c'est un personnage fictionnel en fait, qui est la jeune épouse de Énée dans l'Énéide de je ne sais plus qui d'après ce que j'ai compris est un personnage assez libre, assez indépendant, qui décide de se marier, enfin qui choisit son époux et qui décide de se marier à celui-ci et pas à un autre, quitte à voilà à briser certaines alliances, à déclencher des conflits, etc. etc. Et du coup on va être dans un univers du coup d'antiquité au milieu de avec le personnage d'Énée, donc lui aussi lié à la guerre de Troie. Et du coup en fait on aurait une partie du livre qui serait consacrée un petit peu à une réécriture de l'Énéide, où en fait du coup on suivrait, ou en tout cas on verrait un autre point de vue sur les exploits de Énée, du coup le héros grec. Et la plus grande partie du roman est donc consacrée à Lavinia, du coup une femme qui essaie d'être libre et de vivre librement dans l'Antiquité. Donc voilà, ça a vraiment l'air trop cool, surtout que j'aime beaucoup Ursula Le Guin. Enfin Terre-Mère j'ai été un petit peu mitigée, mais j'avais adoré Les Dépossédés, du coup voilà, j'ai très envie de lire plus de Ursula Le Guin, surtout que celui-ci il a vraiment d'excellentes critiques et apparemment c'est un de ses chefs-d'œuvre. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de découvrir certains titres. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez fait des lectures de fantasy historique que vous avez beaucoup aimé et que vous me recommandez. Et voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.